Bonjour à tous, c'est Karine pour un hors-série Passion Patrimoine. Et aujourd'hui, c'est un hors-série assez passionnant d'ailleurs que je vais vous proposer. On va pas parler avec un CGP, on va pas parler des CGP, mais on va parler d'or. De la ruée surtout vers l'or. Vous n'êtes pas sans savoir que la Banque centrale chinoise a acheté massivement de l'or. Donc c'est un sujet vraiment d'actualité. Et on va parler justement d'or avec une personnalité. Ouais, j'ai envie de dire personnalité plutôt que personne, parce que c'est quelqu'un qui a eu le nez fin et qui avait très très bien compris justement que c'est pas la monnaie des anciens en fait. Bonjour Laurent. Bonjour Karine. Laurent Cayem, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Merci, moi aussi. Alors on va pas être hypocrite, on se connaît un petit peu indirectement parce que j'ai tourné dans l'une de tes boutiques. Et du coup, je suis ravie de te rencontrer et de pouvoir une deuxième fois mettre en avant justement ton univers et ton entreprise Gold Union. Alors on va voir, tu as ça dans le sang depuis très longtemps. C'est une très belle histoire en fait, ton histoire. En fait, c'est effectivement, donc, j'étais pas présent le jour du tournage à la boutique de Chartres. Donc, on avait fait ça il y a quelques mois. Ouais. Donc là, c'est l'occasion de se rencontrer en vrai cette fois. Donc, merci de me recevoir. Et effectivement, Gold Union, donc, c'est une aventure qui a démarré il y a à peu près 10 ans dans l'achat et la vente de métaux précieux. Donc, aujourd'hui, on a 35 points de vente physiques en France. Et où on fait justement de l'achat et de la vente sur le métal jaune qui est la principale activité. Alors moi, mon challenge, Laurent, ça va être de tout le temps lier cette émission à la cible, à ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire au CGP, parce que c'est vrai qu'on ne va pas forcément vendre de l'or quand on est CGP. Mais j'aime bien justement réaliser des hors-séries pour parler justement de différents fonds, classes d'actifs, types d'investissement, nature, stratégie patrimoniale, et bien sûr, l'or en fait partie. On va démarrer par le début, à 10 ans en fait. On va voir que tu as bossé très tôt en fait. Alors, effectivement, moi, j'ai pas fait énormément d'études. J'ai le niveau bac. Donc, le message aussi que j'aimerais passer aujourd'hui, c'est que, on va dire que n'importe qui peut réussir. Moi, je suis d'un milieu social, on va dire moyen, ni pauvre, ni trop riche. Donc, tout le monde peut réussir, avec ou sans études. Après, évidemment, moi, je conseillerais à mes enfants de faire des études quand même, c'est important. Mais c'est vrai que j'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans pendant mes vacances où j'ai été réceptionniste dans un hôtel. Et ensuite, j'ai été veilleur de nuit dans un hôtel jusqu'à mes 22-23 ans avant de me lancer dans cette activité de rachat d'or. Donc au départ en itinérant parce que je n'avais pas les moyens d'avoir une boutique. Et après, au fur et à mesure, avec un petit peu plus, on va dire, d'argent de côté, j'ai pu monter ma première boutique à Houille. Donc, tu as été commercial. C'est ça. On va revenir vraiment étape par étape. Ouais. Faut pas aller trop vite parce que sinon... Tu me dis si je vais un peu vite. Ouais, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai envie de comprendre un petit peu, c'est le gamin déjà, tu vois. Pourquoi est-ce que tu as travaillé très vite? C'est parce que tes parents n'avaient pas les moyens je sais pas, d'avoir une vie très profitable en quelque sorte? Ou est-ce que c'était parce que tu étais déjà vachement déterminé? C'était dans votre éducation, la mentalité, vos valeurs? En fait, tout simplement, j'ai toujours eu cette envie de liberté. Et pour moi, l'argent, c'est la liberté. Ouais. Donc, ce que j'ai voulu, c'est dès que j'ai pu, et j'ai eu l'opportunité, puisque ma tante travaillait dans un hôtel à la gare Saint-Lazare. Tu as été réceptionniste. Voilà, j'ai été réceptionniste. Et en fait, c'était l'opportunité pendant mes vacances de pouvoir gagner de l'argent et ensuite de pouvoir acheter ce que je voulais. Donc, plutôt que de partir en vacances ou de rester à la maison, je préférais aller travailler. Le week-end aussi, je travaillais à l'hôtel pendant que je faisais mes cours la semaine. Donc, et en plus, c'est un métier qui m'a apporté beaucoup puisque je rencontrais des gens qui venaient du monde entier, des gens qui étaient plus âgés que moi, avec qui je discutais, qui m'apportaient des choses. J'avais aussi une grande responsabilité assez jeune puisque s'occuper de la réception, gérer les réservations, etc. Quand on a 18 ans, c'est une grosse responsabilité pour un premier travail. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai fait ce travail. C'était une opportunité et puis c'était aussi très intéressant. Tu parles de clientèle internationale, VIP. C'était un hôtel 3 étoiles, donc après on n'est pas sur du VIP ou du très luxe, mais oui quand même. Mais en tout cas, tu avais cette notion déjà d'argent, pouvoir voyager, être libre, et donc tu avais cette notion de
allez, invest un petit peu déjà? Comment investir? Comment, Alors non, très sincèrement, à 18 ans, pas du tout. J'avais pas du tout cette notion. Pour être très honnête, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui racontent quelques années après qu'ils avaient une vision, qu'ils avaient une ambition dès le début. Moi, honnêtement, dans le milieu dans lequel j'étais, j'avais pas cette vision ni cette ambition. On tu va vivais dire au que jour le jour, mais tu avais envie de vivre bien, quoi? voilà, exactement. Et ensuite, on va dire que, comme dit l'expression, l'appétit vient en mangeant. Donc, petit à petit, j'ai eu des ambitions qui se sont développées, mais même en me lançant dans ce métier de l'or un petit peu plus tard, on va en parler, j'avais pas une ambition, les ambitions que j'ai actuellement dans ce métier. C'était vraiment déjà pour avoir un travail, pouvoir prendre mon appartement. C'était déjà la première ambition, vivre à Paris. Est-ce C'était qu'on peut déjà dire, le premier rêve. démerdard? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, non, non, c'est vrai. J'ai toujours pris, voilà, j'ai fait pas mal d'autres boulots. Voilà, donc Location-emplacement alors? Ça, c'est c'est un ça. petit peu, le début, des premières affaires? Voilà, exactement. J'ai été veilleur de nuit pendant 2 ans ensuite, donc c'était plus le réceptionniste de la journée. Ouais. Donc la nuit, ça permet de beaucoup réfléchir. Et je savais que je voulais pas rester dans ce métier-là. Et donc du coup, j'ai vu à la télé un reportage sur justement des gens qui faisaient du rachat dans des emplacements, etc. Et c'est comme ça que je me suis lancé donc dans le rachat en louant des emplacements dans des bureaux de tabac et par la suite dans des supermarchés. Et donc, ça peut paraître très surprenant pour les gens, mais c'est quelque chose qui fonctionnait très bien, un service de proximité. Donc, je faisais de la publicité dans la ville ou dans le quartier, et ensuite les gens venaient vendre leurs bijoux. Voilà, donc c'était quelque chose de très convivial dans les supermarchés également. Bah, il y a quelque chose une sorte de notion de troc, C'est ça. qui peut faire peur parce qu'il y a tout un aspect légal où on se dit: «Est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce que, c'est, bien réglementé? Est-ce que, Alors oui, c'est bien encadré?» Tu bien vois? sûr, c'est réglementé. Maintenant, mais là, on parle de l'époque, Oui, oui, bien quand tu as sûr. commencé. Non, non, c'est réglementé. De toute façon, pour faire notre métier, il faut suivre énormément de règles. Donc, dès le début, moi, j'avais un livre de police, évidemment, une balance homologuée. C'est pas des investissements qui coûtent cher, hein. On va dire que j'ai pu démarrer avec, on va dire, 500 euros. J'ai pu démarrer ce métier. Quand on n'a pas les moyens au début de prendre une boutique, on va dire qu'on fait le travail différemment. Mais, euh, mais Mais non, non. j'ai envie de te dire, excuse-moi, hein, mais pourquoi est-ce que tu as été vers ça? Tu l'as dit tout à l'heure, hein, ça peut étonner les gens. Bah ouais, carrément. Je veux dire, est-ce que c'est débile, mais est-ce que petit déjà tu lisais des livres sur le Far West et la ruée vers l'or, des chercheurs d'or? Est-ce que tu étais un Alors, peu déjà, est-ce que tu as eu des louis, enfin tu vois, un contact physique déjà avec l'or ou pas? alors, j'ai toujours été, on va dire, fasciné par des aventures. Je me souviens qu'avec mon oncle, le dimanche, on allait se balader dans des forêts et on allait visiter des endroits un petit peu comme une chasse au trésor. Donc ça, c'est vrai que j'ai toujours aimé ça. Mais encore une fois, pour être très honnête, ce que je voulais surtout, c'était un autre travail. La nuit, c'est un métier qui est difficile. En Ouais. fait, je dis toujours, alors, je suis pas encore vieux, hein, j'ai que 35 ans, mais je dis toujours à des gens plus jeunes, n'attendez pas de trouver le travail parfait pour commencer. Commencez par quelque chose et au moins ça vous montrera qu'il faut faire autre chose. Moi, j'ai été veilleur de nuit. C'est un métier intellectuellement qui n'était pas intéressant. Je donnais C'est juste sûr. des clés le soir et ensuite j'attendais toute la nuit. S'il y avait un problème de coussin, voilà, je le changeais. Donc c'était pas des gros problèmes techniques, mais en tout cas, ça m'a permis de savoir que je voulais pas faire ça toute Ouais. ma vie. Savoir ce que tu voulais pas, quoi. Voilà, Ouais. exactement. Et j'ai aussi l'exemple d'un ami qui, lui, a commencé à travailler dans des fast-food et qui aujourd'hui est devenu un grand photographe qui travaille pour le Festival de Cannes, pour les Oscars, etc. Donc voilà, on est un petit peu de ce même écran. Je comprends. Première agence, c'est à Houille, Ouais. hein, dans le 78. C'est un peu les prémices de ton entreprise. Enfin, on va dire, c'est ton univers que tu mets en Mhm. place et je suis vraiment bien placée pour savoir parce que j'ai été dans une de tes agences. Donc, c'est vraiment un univers quand on rentre dans une agence, en fait. Moi, j'ai eu l'impression de rentrer dans une bijouterie, faut être Mhm. honnête, hein. Donc, j'imagine, mais tu vas nous expliquer que tu cultives un petit peu tout ça. Tout à fait. Mais la toute première agence, est-ce que tu avais déjà une vision de ton business model, enfin, de comment tu allais peindre les murs, des gens que tu allais recruter, ou est-ce que tu as fait un petit peu comme ça, vite fait, bien fait?
Non, en fait, alors évidemment, au début, on part pas avec les mêmes moyens. Moi, il se trouve que j'avais un emplacement dans cette ville et j'ai vu l'opportunité de cette boutique qui était à louer. Alors au début, là, aujourd'hui, on a changé l'emplacement de cette boutique. On l'a déménagé dans une autre rue qui est un peu plus passante. Mais au début, moi, j'étais à oui, rue de l'Église. Donc c'est une rue qui est très peu passante, qui est très calme. Euh, donc j'ai pris cette boutique et c'est vrai qu'au début j'avais une vision de me dire, je trouvais que les achats d'or dans ce métier, ceux qui faisaient ce métier, c'était pas très qualitatif comme boutique, c'était pas très beau, c'était pas très accueillant. Et c'est vrai que moi qui venais de l'hôtellerie, donc c'est une expérience qui m'a servi, je me suis dit que je voulais faire quelque chose de chaleureux. Donc j'ai pris le parti de mettre de la moquette dans les boutiques. C'est un détail, mais moi quand j'étais plus jeune, j'allais à la Fnac. Il y avait de la moquette et je me sentais bien. J'avais envie de rester, j'avais envie de m'asseoir, lire un livre assis par terre où je voyais des gens faire ça. Donc, une boutique, c'est une expérience client. Euh, il faut pas que ce soit froid, il faut que ce soit accueillant, il faut que les gens aient envie de revenir. Bon, nous, c'est un métier, c'est vrai, où il n'y a pas énormément de récurrence, mais Oui, faut c'est vrai faut que que ce soit agréable. tu le disais très bien tout à l'heure, hein, il y a plein de boutiques qui sont un peu. Enfin, moi, j'ai vraiment en tête des boutiques où on se dit, oh là là, c'est un peu coupe-gorge, ou C'est enfin, ça. même tu vois plein de colliers, de bracelets, de bagues, n'importe comment, tout est mal rangé, Mm. ça fait un peu fourre-tout. Et moi, ça m'a toujours un petit peu refroidi, justement, parce que déjà, comme tu le dis, on vient rarement, en tout cas une fois ou deux dans sa vie, revendre quelque chose. Mhm. Et ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on vient acheter aussi? Alors, Alors, j'imagine de plus en plus vu le contexte, mais allez, la répartition de la vente versus achat. alors, nous, actuellement, on fait à peu près, on va dire, 20% de vente et 80% d'achat. Donc, notre métier, c'est le rachat, parce que c'est notre ADN du début. Mais c'est vrai que depuis 2 ans, on développe énormément aussi la vente. Donc, que ce soit en agence ou sur notre site internet. Maintenant, en agence, on n'a pas de stock. Voilà. Pour des raisons de logistique et de sécurité, on n'a pas de stock en agence. Donc, en fait, les gens peuvent commander sur le site, peuvent être livrés chez eux, ou alors peuvent venir récupérer en agence si ce n'est pas des quantités ou des montants qui sont importants. Mais effectivement, on vend de plus en plus de lingotins, de plus en plus de pièces en or également. On essaie aussi de développer notre catalogue. On est maintenant agréé par la Monnaie de Paris, donc on vend également les produits de la Monnaie de Paris. Et contrairement à ce que pensent les gens, il ne faut pas forcément avoir un gros budget pour investir dans l'or. On ne va pas tout de suite aller acheter 1 kilo ou un 500 grammes. Mais le produit qu'on vend le plus en lingotin, ce sera le 5 grammes. Donc c'est un produit qui est aujourd'hui autour des 300 euros. Donc effectivement, ça reste quand même un budget. Mais pour un investissement, comparé à d'autres investissements, on va dire que l'accès est assez possible pour tout le monde. On va dire Accessible, ouais. accessible, 300 euros, voilà, ça reste accessible Ok. pour tout le monde. On va justement détailler un petit peu cet engouement vers l'or, ou en tout cas après une période de désamour ou d'abandon, pourquoi on y revient, essayer de comprendre tout ça. Mais on va juste terminer un petit peu ton chemin, puisque aujourd'hui, Gold Union, c'est 33 agences et une trentaine de projets en cours. Euh, Ton père était commerçant et ta mère travaillait dans le recouvrement. C'est ça. Donc, il y a un peu un schéma familial aussi, un petit peu Picsou, quoi. Un petit peu mode, on bosse, on met de côté, non? Alors, moi, mon père est pas du tout Picsou. Mon père, c'est un peu. Il est cigale. Ouais, c'est un entrepreneur, on va dire, qui a. C'est vrai que je suis un petit peu entre les deux. On va dire que ma mère est plutôt la tête sur les épaules, très carrée, très consciencieuse. Et mon père est un petit peu plus à aller, on va dire, à sauter d'une affaire à l'autre, on va dire. Donc, il a fait énormément de choses dans sa vie. Il a démarré par des magasins de chaussures. Ensuite, il a changé de Des œuvres voie. d'art. Il a travaillé dans les œuvres d'art. Il a travaillé dans pas mal de secteurs. Il a également touché un petit peu au secteur des métaux précieux puisqu'il rachetait les déchets dentaires aussi aux dentistes qui retraitaient et qui revendaient. Donc il a fait vraiment, vraiment beaucoup de choses. Bon, aujourd'hui, il est à la retraite, même s'il continue un petit peu à faire quelques affaires, mais c'est vraiment une inspiration pour moi. C'est quelqu'un, évidemment, que j'admire beaucoup. Et c'est vrai que c'est un modèle pour moi. Et je pense on va dire que mon père, c'est le chaud et ma mère, c'est le froid. Et moi, je suis un petit peu entre les deux. Donc, Ton père, c'est un modèle de curiosité, hein, c'est ça que voilà, j'entends. exactement. C'est ça. C'est un petit peu les entrepreneurs à l'ancienne. Voilà,
Mon père, il est pied noir d'Algérie, donc il est arrivé en France avec rien. Et donc, il y a pas mal de profils entrepreneurs comme ça. C'est un petit peu des entrepreneurs à l'ancienne qui réfléchissaient un peu moins que nous. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est-à-dire qu'ils se posaient moins de questions, ils avançaient. Et voilà, c'est ce qui a fait aussi qu'il a pu avancer et qu'il a travaillé dans pas mal de secteurs. Comment rajeunir le métier de l'or? C'est pas évident quand même, hein. Non, c'est pas évident. Parce que t'es quand même en face de toi, il y a plein de nouvelles, enfin, tu vois, des cryptos, des monnaies volatiles, des nouvelles modes en fait. Euh, donc des nouvelles stratégies d'investissement. Et Ouais. l'or, on le sait, hein, bon, c'est un petit peu comme l'immobilier, c'est un petit peu des valeurs refuges, mais en temps de crise essentiellement. C'est pas quelque chose sur lequel on va se risquer. Et c'est souvent en plus ce que les parents ou surtout les grands-parents nous ont mis de côté dans le coffre. Comment est-ce que tu rajeunis ce métier? Parce que tu es tout jeune, t'as quel âge, Laurent? Moi, j'ai 35 ans. Voilà. Alors en fait, c'est une question qu'on nous pose souvent. On a encore énormément de travail à faire dans ce secteur. Il est encore assez figé. Bon, c'est un secteur qui est très réglementé. Donc par exemple, pour pouvoir faire, on va dire, des nouveaux produits, c'est assez compliqué. C'est pas comme certains secteurs où on peut vraiment innover. Il y a une réglementation qui est en place et surtout en France. Pourquoi d'ailleurs? C'est comme ça, c'est pour éviter tout ce qui est blanchiment, pour éviter tout ce qui est aussi faux. Donc c'est un métier qui est très réglementé, c'est un métier avec beaucoup de valeur. Et comme tous les métiers où il y a beaucoup de valeur, bah, ça doit être très réglementé. Donc nous, on est assez content de cette réglementation. Ça met aussi une barrière à l'entrée. Ça évite que n'importe qui puisse rentrer dans ce métier. Faut savoir qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour ouvrir un compte en banque dans le secteur de l'or, c'est compliqué quand on démarre. Nous, maintenant, ça fait 10 ans qu'on est établi, donc on a évidemment beaucoup de partenaires bancaires. Mais ça reste un domaine qui est assez figé et difficile à bouger. Maintenant, pour revenir à ta question du début, moi qui suis investisseur, je ne mets pas en opposition que ce soit les cryptos, l'or, l'immobilier, etc. Ce que je dis toujours à mes clients, c'est que c'est un tout. Diversifier. Faut diversifier. Il se trouve que moi, j'ai un portefeuille crypto, j'ai aussi de l'or, j'investis également dans l'immobilier, j'investis dans des startups. Donc en fait, un patrimoine, ça doit être fait de tout. Mais pour moi, c'est pas pour défendre ma paroisse, mais un peu quand même. Pour moi, l'or, c'est la base, vraiment. Si on doit construire une maison, pour moi, l'or, c'est la base. C'est le seul placement qui est éternel. Mais tu es conscient qu'on ne peut pas avoir des sommes pas possibles placées dans de l'or, en fait. Et tu es conscient aussi que c'est peut-être moins difficilement tangible, en quelque sorte, pour un particulier. Et puis, il n'y a pas cette notion de rendement aussi, tu vois? C'est ça. Alors après, il faut savoir que entre 2000 et aujourd'hui, le cours de l'or, il a été multiplié par 4. Donc, le rendement, il est quand même là. Le nombre de transactions, essentiellement, multiplié par 4 dernièrement. Aussi. Ouais. Ça, nous, on l'a vu aussi dans nos agences et sur notre site internet, vraiment, où on a eu même du mal à suivre les commandes, et nos confrères aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. Ouais. Bon, dès qu'il y a une inquiétude et une période de crise, c'est vrai que les gens se ruent sur l'or. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que, encore une fois, nous, ce qu'on dit à nos clients, si vous voulez spéculer, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, il ne faut pas aller sur l'or. L'or, ça doit être la base de votre patrimoine, c'est une sécurité. Demain, vous achetez de l'immobilier, votre immobilier, il peut perdre de la valeur, il peut... Ce que tu veux dire, c'est que l'or ne dévalue pas. L'or ne dévalue pas, étant donné qu'il est protégé d'une inflation soudaine, puisqu'en fait, il est... comment dire? En fait, il y a une production de l'or. C'est pas quelque chose qui est infini. Donc en fait, l'or ne peut pas augmenter comme ça du jour au lendemain très très fortement et redescendre d'un coup. C'est pas une action ou c'est pas une crypto-monnaie. Donc c'est quelque chose de solide qu'on doit avoir dans son patrimoine. Pour moi, c'est une base essentielle que n'importe qui doit avoir dans son patrimoine, que ce soit à petite ou grande échelle. Alors maintenant, en plus, on a beaucoup de systèmes de garde au coffre, ce que nous aussi, on va proposer à nos clients cette année. Donc en fait, les clients ne sont pas obligés de détenir leur or chez eux. Ils peuvent le laisser dans un coffre à la banque ou le laisser dans un coffre chez nous ou chez un de nos confrères s'ils travaillent avec eux. Donc en fait, c'est vraiment pas pour... nous, on vend pas l'or, entre guillemets, pour spéculer. Il y a une autre partie, donc on pourra peut-être parler après, c'est aussi pour tout ce qui est cadeau.
C'est intéressant aussi d'en offrir pour une naissance, pour un mariage. C'est un cadeau qui est exceptionnel et qui va aussi perdurer dans le temps. Donc voilà un petit peu pour nous la principale utilité de l'or. C'est pas vraiment pour spéculer, c'est surtout pour avoir, on va dire, une base solide. Euh, quand on investit, c'est vraiment pour se rassurer, pour développer son patrimoine. Donc c'est bien d'avoir de l'or, de l'immobilier, pourquoi pas un petit peu de crypto, un petit peu de tout. Mais c'est vrai que la nouvelle génération doit aussi ne pas oublier l'or qui est vraiment une base dans son patrimoine. Alors, tu dis, on spécule pas avec l'or, mais il y a un cours de l'or. Est-ce que tu sais un peu comment il est fixé, comment il Alors, évolue? le cours de l'or, en tout cas, ce que tous les professionnels regardent, c'est le fixing qui est fait à Londres. Mhm. Donc, il est fait en fonction de la demande, de l'offre et de la demande qui sont faites dans plusieurs banques. Et du coup, le fixing de l'or est placé une fois le matin, une fois l'après-midi. Donc, nous, on a une application, je peux la recommander d'ailleurs même à tous les particuliers, qui s'appelle Kitco, on n'a pas d'action dedans, hein, voilà, je préviens, mais c'est une application qui est très claire pour suivre le cours de l'or. Et en fait, nous, c'est vrai qu'on le regarde toute la journée. Effectivement, il y a un cours de l'or, on peut spéculer, évidemment, il y a des professionnels qui spéculent sur le cours de l'or, mais nous, c'est pas ce qu'on vend à nos clients. Voilà. Évidemment, l'or va pouvoir monter ou descendre, mais encore une fois, c'est pas ce qu'on a envie de mettre en avant. Je pense que les gens entendent beaucoup trop de choses, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télévision, sur Internet. Bah, c'est surtout l'histoire de la Chine qui avait accumulé beaucoup de dollars pendant la pandémie et qui là maintenant veut s'en débarrasser. Donc du coup, elle a fait un achat massif d'or, mais c'était surtout symptomatique d'une crainte de la crise. C'est ça, et encore une fois, pour convaincre aussi nos clients d'investir dans l'or, on leur dit toujours que les États investissent massivement dans l'or. La Chine, c'est 13% de la production mondiale de l'or. Donc, si les États ont comme garantie aussi d'avoir de l'or dans leur coffre, c'est pas pour rien, c'est que vraiment, c'est une valeur refuge. C'est une valeur refuge et c'est une solidité. Est-ce qu'on peut dire que c'est le dernier métal en cas de crise dont la valeur augmente? Alors, c'est vrai que l'or est toujours un petit peu à contre-courant. Ouais. Dès que les actions chutent, dès qu'il y a une crise financière, l'or monte. Est-ce que tu sais l'expliquer, ça? Bah, en fait, c'est entre guillemets simple et à la fois compliqué. C'est-à-dire qu'on se réfugie vers quelque chose qui a fait ses preuves, qui a fait ses preuves, toujours, qui est quoi. la plus vieille monnaie du monde. Entre guillemets, quand on a un problème, on va se réfugier vers des valeurs qui sont sûres, vers quelque chose qui est solide. Demain, tout peut être balayé. La bourse, l'immobilier. L'immobilier, ça reste très solide. Ouais. Mais je veux dire que si demain, votre banque ne veut pas vous donner d'argent au distributeur, vous n'avez que des numéros sur un ordinateur, en fait. Vous n'avez rien. Si vous avez de l'or, c'est quelque chose que vous pouvez monnayer dans le monde entier. Voilà, encore une fois, nous, on n'est pas là pour faire peur. Mais c'est quelque chose que vous pouvez monnayer dans le monde entier, qui aura toujours une valeur. Ça a toujours eu une valeur. Depuis l'histoire de l'humanité, l'or a toujours existé. Ça a toujours fasciné les hommes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se tourne vers l'or. Quand il y a une crise, on se tourne vers la valeur refuge. Mais tu disais tout à l'heure que l'or se raréfie. Est-ce que tu sais à horizon de combien il n'y aura plus d'or? En tout cas, plus d'or à créer et à puiser. Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, et nous, on est un des acteurs principaux du recyclage de l'or. Donc nous, évidemment, on recycle l'or des particuliers. Donc on achète les bijoux qu'on remet sous forme de lingots dans le circuit. Alors, vous achetez pas que les bijoux. Moi, j'étais très surprise quand je suis venue justement dans ta boutique. Pièces d'argent, déchets dentaires, mais vous faites aussi tout ce qui est argenterie. C'est ça. On rachète tout ce qui est argenterie, couvert en argent, pièces en argent. Tout ça, c'est recyclé, donc sous forme de lingots d'or ou lingots d'argent. J'ai envie de te poser une question, Laurent, parce que même moi, je le ressens. Ouais. Il y a quand même quand on franchit le cap d'aller dans une de tes boutiques, il y a quelque chose de très sentimental parfois. Si on parle de l'argenterie, moi par exemple, pour un mariage, on peut en recevoir, tu vois. Je me dis, ça doit être dur de se dire, j'ai plus le choix, ou alors je m'en sers pas et on va le revendre. Est-ce que du coup, en termes de formation, tes équipes sont justement sensibles à cela? Est-ce que tu y veilles particulièrement? Alors, déjà, il faut savoir que nous, dans notre métier, les clients ont un contrat de rétractation. Donc, en fait, déjà une chose, une personne avant de venir dans une boutique,
Une personne, avant de venir dans une boutique, je vais me décaler un petit peu, je serai mieux. Une personne, donc avant de venir dans une boutique, il faut savoir qu'elle a le temps de réfléchir, elle a le temps de savoir si elle veut vendre ses objets. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Et ensuite, une fois qu'elle est en agence, nous, nos experts, évidemment, ils sont formés au fait que si la personne, on voit qu'elle hésite trop, ou qu'elle est trop attachée, ou qu'elle commence à avoir une petite larme à l'œil si jamais elle doit vendre ses objets. C'est une personne qui va se rétracter. Voilà, on va pas pousser. Le but pour nous, c'est pas d'avoir des rétractations, c'est pour nous aussi un coût, puisqu'on est obligé de faire rapatrier la marchandise. Il y a toute une procédure aussi légale avec un contrat à faire signer au client, etc. Donc vraiment, on n'est pas là pour pousser les gens. Maintenant, je dois dire aussi que c'est vrai que les gens ont souvent l'image de notre métier, voilà, l'image de la personne qui vient dans une boutique pour vendre des bijoux parce qu'elle a un besoin d'argent, elle a besoin de payer son loyer. Bon, faut savoir que nous, notre clientèle, c'est surtout des gens qui ont quand même, on va dire, un niveau de vie normal, voire élevé. Malheureusement pour eux, les personnes qui sont dans la difficulté financière, ils n'ont rien à vendre. C'est pas des personnes qui possèdent de l'or, qui ont des bijoux, des pièces ou des lingots éventuellement à vendre. Donc vraiment, nous, on va dire que 90% de notre clientèle, c'est des gens qui veulent se débarrasser. Ils ont bien réfléchi. Ils ont un héritage. C'est vrai que parfois, ça peut faire un petit peu de peine. Ça peut être des bijoux de sa maman, de sa grand-mère. Mais finalement, ils se disent, je préfère les vendre. Je vais récupérer un chèque. Et avec ce chèque, je vais pouvoir faire plaisir à mes petits-enfants. Je vais pouvoir l'utiliser pour partir en vacances. Et la personne qui éventuellement, voilà, la personne qui a disparu aurait sûrement préféré ça plutôt que ce soit des bijoux qui restent dans un tiroir. Au moins, c'est réutilisé. C'est remis dans le circuit, c'est recyclé. On Voilà. est quand même essentiellement sur des montants relativement petits. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur du gros placement. Est-ce que tu pourrais nous dire, là, sans faux semblant, Ouais. ta plus petite transaction et Ah, ta plus grosse transaction? Alors, Parce que là, tu as quoi? Tu as 10, 12 ans de carrière, de métier c'est ça. maintenant. Alors là, on va dire que la plus petite, c'est... ça nous est arrivé de faire des chèques de 3 ou 5 euros. Voilà. Mais c'est quoi? Tu vends une médaille de baptême? Alors Enfin, non, souvent ça peut être de l'argent. Souvent ça peut être vraiment 0,2 grammes. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si c'est par exemple du 9 carats ou de l'or qui est de l'or où il y a voilà, peu de matière à récupérer dedans, ça peut être ça. C'est vrai que pendant un moment, on avait interdit, entre guillemets, à nos experts de faire des chèques en dessous de 10 euros, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de manipulation pour peu. Mais au final, on s'est dit qu'il fallait apporter le service à n'importe quel client. Et puis, même, pourquoi pas ce client aujourd'hui, il va vendre très peu de choses. Il sera content d'être venu chez nous, qu'on lui ait repris, contrairement à des confrères ou des concurrents. Et demain, il viendra investir ou il aura d'autres choses à vendre. Donc, bon, ça, c'était la petite transaction et la grosse transaction. La grosse transaction, il me semble que ça doit être une transaction qui doit être autour des... pas loin du million d'euros. Mais waouh! Voilà. Mais c'est-à-dire? C'est une personne qui avait un héritage, qui avait énormément de pièces. Lingots? Ah, non, des pièces. c'était des pièces. Okay. Et voilà, il me semble que le montant du chèque est avoisiné les 800 000 euros. Ah. Voilà, donc c'est vrai qu'on voit un petit peu de tout dans nos métiers. Voilà, on fait pas tous les jours ce type de transaction. Et quand c'est comme arriver. ça, alors excuse-moi, moi je suis un peu novice là-dessus, j'imagine que la personne doit déclarer fiscalement, il y a quelque chose là. Oui, alors déjà sur les Parce que du coup, quand elle avait les pièces, c'était peut-être planqué dans son matelas, elle n'était pas emmerdée, mais là maintenant qu'elle a un chèque... Alors c'est vrai que la plupart des personnes qui ont des héritages de lingots ou de pièces, évidemment, ils n'ont pas les factures. Donc souvent, ils ont des certificats. Donc ce qu'a mis en place l'État, c'est tout simplement qu'il y a une taxe de 11,5%. Donc le professionnel doit collecter et reverser à l'État. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, le client qui a vendu au-dessus de 5 000 euros aussi, il doit faire une déclaration à l'État et payer des impôts dessus. Ok. Voilà. Par contre, excuse-moi, je t'ai coupé. Par contre, quand les gens achètent des lingots ou des pièces, là, il n'y a pas de taxe. Voilà. C'est seulement à la revente où il y a une taxe sur la plus-value. S'ils ont la preuve avec la facture, donc ce sera une taxe de 36% sur la plus-value. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais qui est exonérée au bout de 22 ans de détention. Et sinon, si les gens n'ont pas les documents, pour pouvoir remettre les pièces ou les lingots dans le circuit, taxe qu'il n'y a pas sur les bijoux, ce sera une taxe de 11,5%. Alors là, on l'a vu, tu es dans une période plutôt summertime, profitable pour ton entreprise. Mais quand l'économie va bien, alors baisse. Ce que tu le disais tout à l'heure, justement, c'est que c'est une valeur refuge. Du coup, comment est-ce que tu restes attractif dans ces
période-là, surtout quand tu as des projets de développement, d'ouverture d'agence, comment est-ce que tu restes attractif, compétitif, vu en plus la volatilité des marchés? Alors, c'est une question que nous posent souvent les banques quand on leur demande des financements. Bon, déjà, nous, il faut savoir on est en autofinancement depuis 10 ans. On n'a pas levé de fonds. Voilà, on n'est pas sur un modèle start-up, hein. Alors, comment on reste attractif? Tout simplement, nous, on ajuste nos prix en fonction du cours de l'or. Donc, en fait, ça nous impacte, entre guillemets, peu. C'est vrai que quand le cours de l'or augmente, les gens ont l'information, voilà, comme quoi le cours de l'or augmente, donc forcément, ils ont plus envie de vendre. Mais ça n'a pas un impact qui est énorme pour nous, puisqu'on ajuste nos prix d'achat et nos prix de vente en fonction du cours de l'or. Sur notre site internet, par exemple, on a un algorithme qui change le cours de l'or toute la journée en fonction Des fluctuations. en fonction de la fluctuation, tout à fait. Et nos prix de rachat aussi sont adossés sur le cours de l'or. Donc en fait, nos experts ont un logiciel interne, donc on a fait faire seulement pour Gold Union. On a travaillé avec une super boîte qui s'appelle TooSmart. Voilà, je leur fais un petit peu de pub. Et donc, ils ont un logiciel où le cours de l'or est aussi actualisé et actualise les prix toute la journée en permanence. Donc voilà, on est vraiment au plus près du cours de l'or et ça change nos tarifs toute la journée. Tu t'es jamais allié avec des partenaires CGP parce que tu n'as pas de demande de CGP qui auraient des clients bon, sur quand même des tickets moyens assez importants d'investissement en or. Alors, C'est que des particuliers qui viennent te voir. Nous, c'est que des particuliers. C'est vrai que des idées, encore une fois, quand on est entrepreneur et quand on a une boîte, évidemment, on en a plein, on a envie de faire plein de choses. Maintenant, je pense qu'il faut aussi procéder par étapes et essayer de pas s'éparpiller. Pour aller chercher ce type de client, évidemment, il va falloir aussi préparer une bonne stratégie, trouver des commerciaux, pourquoi pas. Parce que c'est un peu le bon moment, là. Ouais, non, tout à fait. Non, c'est sûr. Je pense que déjà, notre premier travail, c'est de développer nos boutiques. Voilà, on a un objectif d'atteindre les 100 boutiques à l'horizon 2025, donc on n'est pas très loin. Et après, pourquoi pas s'orienter et se développer sur des investisseurs professionnels ou alors travailler avec des conseillers en gestion de patrimoine. Mais pour l'instant, ce n'est pas notre stratégie. C'est évidemment des idées qu'on a dans un coin de la tête. C'est un métier où il y a beaucoup de choses à faire. Mais pour l'instant, on est vraiment concentré sur servir les particuliers, apporter un service de proximité. Mais après, on n'est pas fermé à ce type de développement. Mais c'est vrai qu'on aime bien faire les choses de façon qualitative et de façon réfléchie. Donc, on ne ferme pas la porte, mais pour l'instant, ce n'est pas notre objectif. Je dis ça parce que je suis sûre qu'il y a des CGP qui nous écoutent, qui ont forcément toujours des clients qui leur parlent de leur lingot, qu'ils aimeraient revendre ou qui, justement, ils aimeraient acheter dans le cadre justement du fait de léguer ensuite des valeurs refuges, comme tu dis, à leurs enfants. Je suis sûre quand même que c'est des questions auxquelles sont souvent amenés à répondre les CGP, même si du coup les CGP, comme tu dis, c'est pas industrialisé entre vous, hein, le modèle économique, mais je pense qu'il y aurait matière à réflexion. Laurent, maintenant on va parler de ton entreprise, mais surtout de tes valeurs, parce que ça aussi c'est important, j'ai le sentiment pour toi. Par exemple, cette espèce de parité, je sais même pas si on peut parler de parité par rapport on est aux même femmes. sur une majorité de femmes chez Gold Union. Mais pourquoi ? Alors, encore une fois, pour être tout à fait transparent, j'ai l'habitude de l'être. Nous, on est ouvert à tout type de profil. Alors, on se dit pas, on n'est pas parti dans l'optique de se dire qu'on voulait plus de femmes que d'hommes chez Gold Union, mais on va dire que ça s'est fait naturellement. C'est vrai que tous les entrepreneurs vous le diront, c'est pas toujours évident de recruter. Donc, en fait, nous, on essaie vraiment de trouver le meilleur candidat. Et c'est vrai que par rapport à notre métier, souvent, on a plus eu, on va dire, de fit avec des femmes pour être expertes chez nous. Donc, c'est vrai qu'on a, et même à la direction, on a beaucoup de femmes. Et oui, dans l'entreprise, on a à peu près 60% d'experts qui sont des femmes et 40% d'hommes. Est-ce que justement, on peut dire que c'est parce que l'or, c'est un peu comme un bijou, en tout cas c'est une matière précieuse, et qu'il y a un côté justement instinctif, sensitif, et que peut-être qu'une femme, j'ai une question, hein, est peut-être plus amène de le faire ressentir ou de le représenter ?
Ouais, c'est vrai que nous, on a. Ça là-dessus, je sais pas honnêtement. J'ai pas de réflexion là-dessus. J'ai pas envie de dire Non, mais je parle de de bêtises. un client qui va rentrer dans une Ouais. de tes boutiques. Mhm. Peut-être il aimera justement la douceur ou la sensibilité d'une C'est- femme qui va lui montrer Ouais. un bijou ou un lingot. Et du coup, il y aura un rapport, tu vois, presque pas charnel, mais tu vois ce que je veux Hmm. dire, concret en Bah, fait. en fait, c'est vrai on a plus de clients femmes. Donc effectivement, Ah ouais, ouais, ça tout c'est à fait. intéressant Ouais, ça. oui. On a beaucoup plus de clients femmes. Donc c'est vrai que les femmes ont quand même plus de bijoux que les hommes. Donc, non, non, c'est sûr que peut-être elles sont aussi plus en confiance, plus à l'aise avec une femme. Euh, voilà. On a aussi un classement interne, on va dire, qui met en compétition un petit peu les agences. Et bon, là, actuellement, c'est vrai que l'experte numéro un, c'est une femme. Donc voilà, je peux pas te contredire là-dessus. Mais bon, c'est vrai on essaie de pas trop non plus de regarder tout ça. On est assez fiers qu'il y ait beaucoup de femmes chez nous. Et aussi, il y a une égalité de salaire. Je sais que c'est un gros sujet en ce moment. Ouais, Donc, c'est très bien. Ouais. chez Gold Union, voilà, les hommes et les femmes sont aussi bien payés. Les femmes même mieux, puisqu'on a des femmes qui sont... Enfin, l'experte la plus ancienne est une femme chez nous. Donc, voilà, la grille salariale est très égalitaire là-dessus. Alors, ça fait plusieurs fois hein, que tu emploies le mot expert. Donc, Mhm. qu'est-ce qu'il faut comme diplôme pour être expert en or? C'est quoi le nom d'ailleurs? Il y a un nom? Non, nous on appelle ça un expert en métaux précieux. Ok. Même encore plus, on peut dire un expert Gold Union parce qu'on a Des formations. une formation, on a un vrai savoir-faire. Alors, étant donné que je n'ai pas fait d'études, j'ai pas voulu mettre de barrière à l'entrée pour les gens qu'on allait recruter chez nous. Le plus important, c'est d'avoir des gens qui sont motivés, qui ont envie euh, qui sont ambitieux, qui ont envie de passer une étape professionnellement et aussi en termes de salaire et de responsabilité. Donc en fait, nous, on est ouvert à tous les types de profils. Mais après, qu'est-ce qu'il faut maîtriser pour être expert en or? Ou en métaux précieux, comme tu Alors, dis. ce qu'il faut maîtriser, nous, on offre une formation de 1 mois à tous les experts qui rentrent chez Gold Union. Euh, donc, ce qu'il faut maîtriser, évidemment, c'est de savoir tester l'or, Ouais. donc de savoir le reconnaître. Ah, c'est ça, voilà. Voilà. Comment tu testes là, si je te montre un bijou que j'ai, Alors, si c'est de l'or ou pas? Alors, la méthode la plus simple, c'est Le poids? non, c'est de gratter le bijou sur une plaque qu'on appelle une pierre de touche. Ouais. Donc, on gratte le bijou, ça laisse un petit peu de matière sur la plaque, et ensuite, on va passer un acide sur la trace, justement. Si la trace reste, c'est que c'est de l'or. Si elle disparaît, ça n'est pas de l'or. Voilà. D'accord. Alors, si c'est pas de l'or, c'est quoi? Alors, si c'est pas de l'or, ça peut être du plaqué, ça peut être de l'acier, ça peut être du cuivre. Donc voilà, ça peut être tout type de matière, mais pas de l'or. Encore une fois, c'est pas une science exacte. Il y a beaucoup de pièges à éviter, parce que le plaqué, par exemple, si on le gratte pas assez fort. Donc ça, c'est la première chose qui est écrite en gros dans notre livret de formation, c'est qu'il faut gratter très fort, ou éventuellement utiliser une lime. S'il y a vraiment une grosse couche de plaqué, on est obligé d'utiliser une lime pour pouvoir voir à l'intérieur du bijou. Voilà, avec l'accord du client, bien sûr. Mais du coup, ça l'abîme le bijou? Ça l'abîme. Si le client est là pour le vendre, de toute façon, Vous allez le recycler. Voilà, vous allez le retransformer? On va le recycler, on va le retransformer. Ce sera fondu pour devenir un lingot. Et après, être revendu pour repartir dans le circuit, soit de la fabrication de bijoux, soit pour de l'électronique, et ainsi de suite. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'or dans tout ce qui est électronique. Tu le disais toi-même, dans les iPhones, dans tous les téléphones, ce genre de choses, il y en a? C'est ça. Il y a 34 mg dans un téléphone portable, par exemple. Donc, il y en a un petit peu partout de l'or. On a aussi des professionnels qui recyclent tout ça. Nous, on est vraiment concentré que sur les bijoux. Ouais. Voilà, Ouais. sur les particuliers. On a déjà des gens qui nous ont amené des téléphones, mais il y a tout un traitement à faire derrière que nous, on n'a pas l'expertise pour ça. Mais voilà, effectivement, c'est recyclé, et on apprend aussi à nos experts à éviter les pièges, puisque il y a aussi évidemment des fausses pièces, des faux lingots. C'est pour ça que vous alliez chez nous ou chez un de nos confrères, c'est important de se rapprocher de quelqu'un qui a pignon sur rue quand on veut investir dans l'or. Il faut faire attention à tout ce qui est vendu sur Le Bon Coin, etc. Vous n'avez aucune garantie de ce que vous achetez. Donc au moins, quand vous allez chez un professionnel comme nous, ou encore une fois chez un de nos confrères, qui a pignon sur rue, qui a plusieurs agences, voilà, vous pouvez être rassuré sur le fait que
que tout est contrôlé, que les pièces sont bien certifiées, que les lingots sont certifiés, etc. Est-ce que culturellement, les Français, ils ont un rapport important avec l'or? Est-ce que tu l'as remarqué versus, j'imagine, tu as des étrangers aussi qui viennent chez toi? Alors nous, on n'a pas vraiment d'étrangers parce que si vous voulez, les personnes qui sont étrangères ne transportent pas toujours leur or. Hmm. Donc ça peut nous arriver d'avoir des étrangers, mais nous, notre clientèle est quasiment 100% française. Donc non, on n'a pas vraiment de clientèle étrangère. Et c'est vrai que la France, c'est un pays qui est ancien. Donc c'est un pays où il y a beaucoup d'or. Les Français sont très épargnants. Donc à l'époque, les Français, pour épargner, ils mettaient beaucoup d'or de côté. On estime à peu près à 13% le nombre de Français qui détiennent de l'or. Donc c'est quand même beaucoup. Et non, les bijouteries continuent toujours de vendre des bijoux. Alors c'est un métier qui a beaucoup souffert et qui s'est aussi beaucoup renouvelé. Mais les Français non, sont toujours intéressés par l'or et ça depuis toujours. Tu disais toi-même tout à l'heure que tu avais développé un petit peu ton site internet et tes ventes comme ça. Est-ce que tu as constaté pendant la pandémie qu'il y avait une recrudescence d'achats? Est-ce que ton site a explosé ou est-ce que... Oui. Oui, non, franchement, depuis la crise du Covid, entre guillemets, qui n'a pas été facile pour nous parce que c'est vrai qu'on est dans un métier de retail, de boutique physique. Donc ça a été une période un peu difficile pour nous et pour tous les gens qui avaient des magasins. Donc on a vu que notre site a fait à peu près x4 sur son chiffre d'affaires pendant et depuis la crise Covid. Donc effectivement, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé et qui a été porteur pour le secteur. Comment est-ce que tu... T'as des enfants toi, Laurent? Alors moi, j'ai une petite fille de 18 mois. Ouais, ok. Voilà, que j'ai déposée à la crèche ce matin avant de venir ici. Alors, ma question, on va la tourner autrement. Comment est-ce que tu parlerais aux nouvelles générations de l'or? Alors, à des jeunes, des milléniums là, qui passent le bac et qui sont sur les cryptos, sur les banques en ligne, sur les plateformes comme ça, de placement. Comment est-ce que tu les amènes à toi? Déjà, je leur dirais qu'il n'y a pas de recette miracle pour devenir riche du jour au lendemain. Voilà, parce que c'est de moins en moins un tabou en France et tant mieux qu'on puisse parler d'argent. Et je pense que la jeune génération a moins de problèmes avec ça. Ouais. Elle n'a pas honte, en fait, d'être ambitieuse. Ça fait du bien. Voilà, elle n'a pas honte d'être ambitieuse. Moi, je trouve que c'est bien. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne disent pas sincèrement qu'ils font aussi ça pour gagner de l'argent, qui ont beaucoup de belles histoires et de belles choses à raconter. Mais les entrepreneurs ont aussi cette ambition, c'est de gagner de l'argent pour pouvoir se développer. Donc moi, ce que je dirais aux jeunes générations, c'est que j'ai conscience qu'on a aussi un gros travail à faire pour pouvoir plus les attirer. Nous, par exemple, on prévoit des collaborations avec des artistes. Encore une fois, on est en train de régler tous ces problèmes de réglementation parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans notre secteur. C'est-à-dire que nous, on avait l'idée de faire des partenariats avec, pourquoi pas, des graffeurs ou des artistes hip-hop pour faire des lingots. Là, on a un projet actuellement avec la marque de montres qui customise des montres Label Noir, donc pour faire des lingots 100% full black, qui pourrait aussi attirer la jeune génération. Ouais, c'est cool. Donc, tout ça, on a beaucoup d'idées. Encore une fois, en termes de réglementation, il y a beaucoup de choses à régler, mais on est en train de le faire. Je pense que nos confrères aussi ont beaucoup à faire pour ça. Donc, ce que je dirais à la jeune génération, c'est que c'est vrai, on a nous aussi un travail à faire pour plus les séduire, pour leur donner envie, avoir des produits qui sont plus attractifs pour eux, qui soient aussi plus accessibles en termes de prix. Mais tu as conscience aussi que plus ça va, notamment avec l'essor des crypto-monnaies et la blockchain, plus ça va en fait, moins les jeunes générations, mais même limite nos générations à nous, ont envie, regarde même comment on paye. On paye juste avec Apple Pay et notre iPhone, tu vois. On n'a plus envie de se trimballer des chèques, des billets. Alors, les lingots, t'imagines ou pas? Oui, bien sûr. Donc, tu vois, donc ce côté poids concret, tu vois, le problème, il vient peut-être de là. Est-ce que c'est pas possible d'imaginer de transformer justement de l'or avec une sorte de crypto aussi, de la monétiser comme ça, tu vois? Alors, évidemment, c'est intéressant d'acheter des actions qui sont adossées sur le cours de l'or. C'est intéressant d'acheter de la crypto. Maintenant, nous, notre métier, c'est vraiment de vendre de l'or physique. Pour moi, l'or n'a d'intérêt que s'il est physique. Voilà. Et pourquoi? Alors, c'est intéressant d'en acheter aussi du papier ou voilà, des actions qui sont adossées sur le cours de l'or pour pouvoir spéculer. Mais ce n'est pas la même fonction.
Voilà, si on veut vraiment une sécurité et une base solide dans son patrimoine, il faut avoir de l'or physique qu'on peut détenir à portée de main. Voilà, que ce soit dans un coffre chez un partenaire ou alors chez soi. Je sais que c'est compliqué avec tous les problèmes de sécurité. En fait, ce que tu veux dire, et ça fait 2 fois que tu le dis, donc ça montre à quel point c'est important pour toi, c'est que si ce n'est pas physique, on peut tout perdre, en fait. C'est sujet à la dévaluation. Exactement. En fait, l'or, c'est le seul actif qui a vraiment cette fonction et c'est unique. Voilà. Vous ne pouvez pas retrouver ça dans l'immobilier, dans des cryptos, dans des actions. Donc, en fait, l'or, évidemment, on peut investir sur l'or sous plein d'autres formes. Mais le message que je veux porter vraiment aujourd'hui, c'est il faut se rendre compte de l'intérêt de l'or physique. C'est quelque chose qui est éternel, qui va jamais bouger, il peut tout se passer demain. C'est la seule chose qui va rester. Mais Voilà. en même temps, on le comprend très bien parce que, et même dans les jeunes générations, quand on voit des rappeurs avec des dents en or ou même Madonna, je crois, tu vois, on se rend bien compte que c'est quand même quelque chose qui a une connotation de ça vaut de l'or, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, ton message, on l'entend. Moi, j'essayais juste de voir l'évolution du métier et la faisabilité de est-ce qu'on pourrait pas trouver un consensus entre ne plus avoir cette chose physiquement que tu vois comme un lingot, même si c'est toujours beau de voir un lingot. J'en ai jamais vraiment beaucoup vu, mais bon. J'aurais dû en amener. Ouais, carrément. Et on aurait pu faire une photo. Mais et te dire qu'en fait, sa valeur ne changera pas, parce que c'est ça ton problème, c'est de te dire qu'en fait, bon, même s'il y a un cours, mais le cours, il fluctue beaucoup ou quoi? Non, le cours, il fluctue, on va dire, assez lentement. C'est quoi, 1-2%? Oui, c'est ça. On va dire que là, par exemple, ces derniers jours, le cours est passé de 55 000 à 54 000, puis il est remonté à 55 500. Là, je parle du kilo. Donc, le cours bouge très lentement. Encore une fois, quand on place son argent dans quelque chose, de toute façon, ça peut monter, ça peut descendre. Tout comme là, par exemple, j'ai des amis qui, ces derniers mois, ont de l'argent en banque. Ils n'ont pas investi ni dans l'immobilier, ni dans l'or, ni dans quoi que ce soit. Bon, l'inflation fait qu'ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais ils ont perdu de l'argent, puisque leur pouvoir d'achat a baissé. Donc, de toute façon, l'argent, il ne faut pas le laisser dormir, il faut le laisser travailler, il faut l'investir. Moi, pour revenir aux jeunes générations, moi, je leur dirais, si vous voulez réussir économiquement, il faut pas investir dans une seule chose, il faut investir dans plusieurs choses. C'est toujours le même adage, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Et la base la plus solide pour déjà construire un beau patrimoine, c'est d'avoir de l'or physique. Voilà. Achetez un peu d'or physique pour démarrer, 5 grammes, 10 grammes. Demandez un petit lingotin à votre grand-mère ou à vos parents pour Noël. Si on vous achète le dernier téléphone portable, dans 2 ans, il sera plus à la mode. Voilà, on peut vous acheter n'importe quoi. L'or, vous pourrez le transmettre à vos enfants. Ça restera quelque chose de très solide. Encore une fois, un patrimoine, on le construit sur le long terme. C'est pas du jour au lendemain. Donc c'est intéressant de commencer à investir quand on est jeune. Et l'or, pour moi, c'est la base la plus solide. C'était Laurent Cayem à mon micro, Gold Union. Très belle histoire, pas familiale, puisqu'en fait tu l'as créée toi tout seul, mais peut-être que ça va te suivre. C'est une histoire aussi avec toutes mes équipes que je remercie quand même, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est moi qui les représente, mais on est une équipe, donc on est à peu près 50 collaborateurs aujourd'hui, donc voilà. Très belle histoire, et puis surtout on a appris plein de choses. Moi j'étais vraiment ravie de faire ce hors-série sur l'or, beaucoup. même si ça sort un peu des passions patrimoine CGP traditionnels, mais je pense que ton podcast est absolument passionnant et qu'on comprend un petit peu mieux ton métier. Merci Laurent d'avoir été avec moi aujourd'hui, et tant qu'à vous, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode de Passion Pat. Ciao ciao.